Quand j'ai vu le nom de la maison de retraite imprimé sur ces documents cachés dans le tiroir de ma propre commode, j'ai senti mon cœur s'arrêter pendant un instant qui m'a semblé durer une éternité. Résidence des Lys. L'endroit sur lequel nous avions lu dans le journal La Nouvelle République à peine 2 mois auparavant, quand des dénonciations de maltraitance avaient occupé 3 pages entières, avec des photos de couloirs sales et des témoignages de familles désespérées. Mes doigts tremblaient en tenant ces papiers que quelqu'un avait placés là, dans ma maison, entre mes vêtements, comme si je n'étais qu'un problème à résoudre, un obstacle à retirer du chemin. Et ce qui m'a détruite n'était pas seulement de découvrir que mon fils Adrien prévoyait de m'interner de force dans cet endroit horrible, mais de réaliser qu'il avait déjà rempli les formulaires, qu'il avait déjà consulté des avocats, qu'il avait déjà calculé combien vaudrait ma maison ici à Tours après que je ne sois plus là pour la défendre. Tout cela se passant dans mon dos pendant que je m'occupais de mon jardin de lavande, que je participais au club de lecture le jeudi et que je préparais la chambre d'amis pour les visites qu'il promettait de faire, mais qui n'arrivaient jamais. 3 jours avant cette découverte qui fendrait ma vie en deux, je n'étais que Marguerite Delacour, une veuve de 68 ans qui se réveillait tous les matins à 7 heures, préparait du café dans la même cafetière que mon défunt mari Henri m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage et ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air frais du Val-de-Loire. Ma routine était simple et m'apportait la paix. Arroser les plantes, lire le journal sur la véranda, marcher jusqu'à la boulangerie de la rue Nationale pour acheter cette baguette croustillante que Madame Petit faisait tous les jours depuis que j'avais emménagé ici en 1982. Ma vie n'avait pas de grandes aventures, mais elle avait de la dignité, elle avait un but. Elle avait la tranquillité que j'avais construite brique par brique après avoir travaillé 35 ans comme professeur de littérature au lycée Descartes. Je croyais avoir élevé un bon fils, un homme de caractère, quelqu'un qui honorerait la mémoire de son père et prendrait soin de sa mère non par obligation, mais par amour. Comme je me trompais, comme j'étais aveugle, comme j'étais sur le point de découvrir que parfois les plus grands dangers viennent de ceux en qui nous devrions pouvoir avoir confiance sans hésitation. C'est Claire Morel qui m'a sauvée, ma voisine depuis 22 ans, cette femme gentille aux yeux bleus qui cultivait les hortensias les plus beaux de toute la rue de la Victoire, est apparue à ma porte un après-midi d'avril avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était pas exactement de la tristesse, ni de la colère, mais quelque chose de pire. C'était le regard de quelqu'un qui porte une vérité terrible et ne sait pas s'il doit ou non détruire la paix d'une autre personne en la révélant. Elle est restée debout sur le seuil de la porte pendant presque 1 minute entière, serrant l'anse de son sac si fort que ses jointures sont devenues blanches, ouvrant et fermant la bouche comme si les mots refusaient de sortir. Je l'ai invitée à entrer. J'ai préparé du thé à la camomille que j'avais cueilli dans mon propre jardin et j'ai attendu. Claire a toujours été discrète, pondérée, le genre de personne qui pèse chaque mot avant de le prononcer. Nous avions travaillé ensemble à la bibliothèque municipale pendant des années, partagé des centaines d'après-midi, à prendre le thé et discuter des livres que nous lisions. Nous nous étions occupés de nos jardins côte à côte en parlant de la vie, de nos enfants, des petits plaisirs qui rendent la vieillesse supportable. Si elle était si perturbée, je savais que quelque chose de très grave s'était passé. « Marguerite » dit-elle finalement, posant la tasse de thé sur la table basse avec un petit tremblement dans les mains. Je dois te raconter quelque chose qui peut tout changer. Et avant que tu ne réagisses, avant que tu ne m'interrompes ou que tu n'essaies de défendre qui que ce soit, j'ai besoin que tu me promettes que tu vas m'écouter jusqu'au bout, parce que ce que j'ai à dire est trop terrible pour être répété. Son regard était fixé sur le mien avec une intensité qui m'a effrayée. Claire n'avait jamais été dramatique, jamais portée aux exagérations ou aux ragots. Si elle parlait ainsi, avec ce sérieux qui semblait peser des tonnes, alors ce qui allait suivre serait dévastateur. J'ai senti mon estomac se contracter, cette sensation horrible quand nous savons que notre vie est sur le point d'être divisée entre un avant et un après, entre l'innocence et la connaissance, entre la paix et la guerre. Hier soir, vers 9 heures, j'étais dans le jardin en train d'arroser mes hortensias avant de rentrer dormir, continua Claire. Sa voix basse mais ferme, chaque mot choisi avec soin.
Tu sais que nos jardins ne sont séparés que par cette basse clôture en bois, et qu'en été, avec les fenêtres ouvertes, nous pouvons parfois entendre les conversations des voisins sans le vouloir. Eh bien, hier j'ai entendu des voix venant de ton garage. C'étaient des voix d'hommes et de femmes, discutant de quelque chose avec assez d'intensité. J'ai immédiatement reconnu la voix d'Adrien, et celle de Sophie. Elle fit une pause, comme si elle avait besoin de rassembler le courage de continuer. « Marguerite, ils parlèrent de toi. » Et ce n'était pas une conversation normale entre un fils et sa belle-fille commentant leur belle-mère. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui m'a fait laisser tomber l'arrosoir, là même sur le sol, et rester paralysée en essayant de comprendre si j'entendais vraiment ce que je pensais entendre. Quelque chose en moi a commencé à se briser à ce moment-là, même avant de savoir exactement ce que Claire avait entendu. C'était peut-être l'intuition, cette voix intérieure qui sait parfois les choses avant que notre esprit conscient ne puisse traiter. Ou peut-être était-ce simplement la reconnaissance d'une vérité que j'évitais depuis des années, que ma relation avec Adrien n'avait jamais été ce que je prétendais qu'elle était, que la distance entre nous n'était pas seulement géographique ou causée par des agendas chargés, mais quelque chose de plus profond, de plus froid, de plus calculé. « Qu'as-tu entendu, Claire ?» demandai-je. Et ma propre voix me sembla étrange à mes oreilles, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Sophie était irritée, parlant trop fort comme elle le fait toujours quand elle boit du vin. Elle disait que vous deviez agir vite, avant que tu ne changes d'avis ou que tu ne fasses quelque chose avec la maison. Adrien essayait de la calmer, disant que tout était prévu pour ce week-end, que le médecin qu'ils connaissent avait déjà accepté de signer les papiers nécessaires, que la place à la résidence des Lys était garantie pour lundi. Claire respira profondément, et je vis des larmes commencer à se former dans ses yeux. « Marguerite, il prévoit de t'interner de force. Il prévoit de déclarer que tu n'es plus en mesure de prendre soin de toi-même, que tu as besoin de soins spécialisés. Et après cela, ils vont vendre ta maison, prendre le contrôle de tes économies, tout transférer à leur nom en utilisant une procuration qui est déjà en préparation par un avocat à Paris. » Le monde autour de moi sembla se figer. L'horloge murale qu'Henri avait réparée tant de fois continuait à faire son tic-tac régulier, mais je ne pouvais plus l'entendre. La lumière dorée de l'après-midi qui entrait par la fenêtre semblait trop fausse, trop brillante, comme si j'étais dans un mauvais rêve dont je devais me réveiller. Mon fils, mon Adrien, le garçon que j'avais allaité, que j'avais appris à marcher, que j'avais porté sur mon dos quand il s'était cassé la cheville à 12 ans, que j'avais consolé quand son père était mort, que j'avais aidé financièrement quand il avait eu besoin de l'acompte pour l'appartement à Paris. Ce même fils prévoyait de m'enfermer dans une maison de retraite connue pour ses maltraitances afin de voler ma maison et mes économies. « Es-tu absolument certaine de ce que tu as entendu ?» demandai-je, m'accrochant encore à un dernier fil d'espoir qu'il y ait un malentendu, une explication rationnelle. « Marguerite, je ne serais pas venue ici, je n'aurais pas détruit ta paix si je n'étais pas absolument certaine, » répondit Claire, prenant ma main entre les siennes. Sophie a mentionné des valeurs spécifiques. Elle a dit que ta maison vaut au moins 700 000 €, que tes économies totalisent 200 000 autres, qu'avec tout cela, ils pourraient enfin se débarrasser de leurs dettes et acheter cet appartement plus grand qu'ils ont toujours voulu dans le 7e arrondissement. Adrien était d'accord avec tout, disant seulement qu'il devait être discret, que tu ne devais te douter de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a dit, et ces mots sont restés gravés dans ma mémoire, « Maman vieillit vraiment. Personne ne va questionner. C'est naturel que les enfants s'occupent de ces choses. » Comme si interner sa propre mère de force dans un endroit horrible n'était que s'occuper de choses. Comme si tu étais un problème administratif à résoudre. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi de manière irréversible. La douleur que j'ai ressentie n'était pas seulement émotionnelle, elle était aussi physique, comme si quelqu'un avait enfoncé une lame froide entre mes côtes et la tordait lentement. Mais avec la douleur est venue autre chose, quelque chose que je ne ressentais pas depuis longtemps, de la colère. Pas cette colère explosive et passagère que nous ressentons quand quelqu'un nous fait une queue de poisson ou passe devant nous dans la file au supermarché, mais une colère profonde, glacée, déterminée. La colère de quelqu'un qui voit enfin la vérité après des années d'être traité comme une idiote. La colère de quelqu'un qui réalise qu'elle a été trop aimable,
trop confiante, trop maternelle avec quelqu'un qui ne voyait cet amour que comme une faiblesse à exploiter. J'ai regardé Claire et j'ai vu en elle non seulement ma voisine, mais ma sauveuse. Elle n'avait aucune obligation de me raconter cela. Elle aurait pu faire semblant de ne rien avoir entendu. Elle aurait pu décider de ne pas s'impliquer dans les affaires de famille des autres. Mais elle a choisi de me protéger. Elle a choisi de me donner la chance de me défendre. Elle a choisi la vérité difficile au lieu du silence confortable. Merci, fut tout ce que je pus dire à ce moment-là. Et ce mot simple portait le poids de toute une vie de gratitude. Parce que parfois nous découvrons que la famille n'a rien à voir avec le sang et que les vrais liens sont construits à travers la loyauté, le courage de faire ce qui est juste même quand c'est difficile, de l'amour qui se manifeste en action et pas seulement en paroles vides. Vous savez, il y a des moments dans la vie où vous réalisez que tout est sur le point de changer et que vous avez deux choix. Vous pouvez vous laisser emporter comme une feuille dans le courant ou vous pouvez lutter avec toutes les forces qu'il vous reste. Cet après-midi d'avril, assise dans mon salon avec ma courageuse voisine à mes côtés, j'ai décidé de lutter. Parce que si mon fils pensait que sa mère n'était qu'une vieille sans défense qui pourrait être jetée comme un vieux meuble qui ne sert plus, il était sur le point de découvrir qu'il avait complètement sous-estimé la femme qu'il avait élevée. Si quelqu'un écoute cette histoire et s'identifie à elle, si vous avez déjà ressenti cette douleur de découvrir que ceux qui devraient nous protéger sont exactement ceux dont nous devons nous protéger, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Parfois, partager ces expériences nous fait nous sentir moins seuls dans ce voyage. Et si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez ce j'aime qui m'aide à continuer à apporter ces histoires vraies et nécessaires. Cette nuit-là, après que Claire soit partie en me faisant promettre que je ferais attention et que je la chercherais si j'avais besoin de quoi que ce soit, je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin assise dans la cuisine, avec seulement la faible lumière au-dessus de l'évier éclairant l'environnement. Mon esprit travaillait à une vitesse frénétique, revisitant chaque interaction récente avec Adrien et Sophie, chaque appel téléphonique trop court, chaque visite annulée au dernier moment, chaque fois qu'ils changèrent de sujet quand je mentionnais faire des rénovations dans la maison ou voyager pour voir ma cousine à Bordeaux. Tous ces petits signes que j'avais ignorés, tous ces drapeaux rouges que j'avais peints en rose avec mon besoin désespéré de croire que mon fils m'aimait. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas remarqué que chaque question apparemment innocente sur mes finances, sur mes projets pour la maison, sur comment je me sentais physiquement, était en réalité une évaluation froide de mes actifs et vulnérabilités? Adrien est né en septembre 1985, un après-midi pluvieux qui a commencé à l'hôpital et s'est terminé avec Henri qui a failli s'évanouir quand il a vu le bébé pour la première fois. C'était un bébé facile, un garçon doux qui adorait les livres autant que moi, qui s'asseyait sur mes genoux pendant des heures à écouter des histoires de chevaliers et de princesses. Mais à mesure qu'il grandissait, surtout après être entré dans l'adolescence, quelque chose a changé. Il est devenu distant, critique, comparant toujours notre vie simple à Tours avec les vies glamour qu'il voyait à la télévision. Quand il est entré à l'université à Paris pour étudier l'administration, cette distance s'est transformée en abîme. Les visites sont devenues rares, les appels téléphoniques plus courts, les excuses plus créatives. Et quand il a rencontré Sophie, une femme de famille riche qui travaillait dans le marketing et faisait clairement comprendre qu'elle considérait Tours comme une ville provinciale insignifiante, j'ai complètement perdu mon fils. Ou plutôt, j'ai découvert que je n'avais peut-être jamais eu le fils que j'imaginais avoir. Le lendemain matin, mardi, je me suis réveillée avec une clarté mentale que je ne ressentais pas depuis des années. Je n'ai pas pris mon café tranquillement sur la véranda comme je le faisais toujours. Je n'ai pas perdu de temps à arroser le jardin ou à lire le journal. Au lieu de cela, j'ai mis mes meilleurs vêtements, ce tailleur bleu marine que j'avais acheté pour les funérailles d'Henri et qui me fait toujours me sentir forte et respectable, et je suis allée directement au cabinet de maître Camille Fournier, l'avocate la plus respectée de tout endroit de la famille et des successions. Sa secrétaire a essayé de me dire qu'elle ne recevait que sur rendez-vous, mais quelque chose dans mon expression, peut-être la détermination froide dans mes yeux ou la fermeté de ma voix, l'a fait me demander d'attendre. 20 minutes plus tard,
J'étais assise dans le bureau élégant de Maître Fournier. Une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants impeccablement coiffés et des yeux qui semblaient voir à travers n'importe quel mensonge, racontant toute l'histoire depuis le début. Elle m'a écoutée dans un silence absolu, prenant occasionnellement des notes sur un bloc jaune, ses yeux devenant progressivement plus sérieux au fur et à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, elle a posé le stylo sur la table avec un geste délibéré et s'est penchée en avant. « Madame Delacour, ce que votre fils prévoit n'est pas seulement moralement répugnant, c'est criminellement punissable. Tentative d'enlèvement d'une personne âgée, détournement de fonds, fraude documentaire et potentiellement conspiration si ce médecin qu'ils ont mentionné est impliqué. Mais avant de prendre toute action légale, nous avons besoin de preuves concrètes. La parole de votre voisine est précieuse, mais elle n'est pas suffisante pour une accusation criminelle. Nous avons besoin de documents, d'enregistrements, de preuves irréfutables. » Elle fit une pause, étudiant mon visage avec attention. « Êtes-vous prête à faire ce qui est nécessaire ? Parce que ce que je vais suggérer va être émotionnellement dévastateur. Vous devrez confronter votre fils en sachant exactement qui il est. Et il n'y a pas de retour en arrière après cela. Il n'y aura pas de réconciliation possible après que nous ayons franchi cette ligne. »« Maître Fournier, » répondis-je, et ma voix sortit ferme, sans aucun tremblement de doute. Mon fils a déjà franchi toutes les lignes possibles quand il a décidé de me traiter comme un obstacle à retirer. Il a tué toute chance de réconciliation quand il a choisi l'argent plutôt que sa propre mère. Je suis prête à faire ce qui est nécessaire. Dites-moi ce que je dois faire. Le plan que Maître Fournier a développé était à la fois simple et terriblement complexe émotionnellement. Premièrement, elle rédigerait des documents légaux protégeant tous mes biens, les plaçant dans un trust irrévocable qui rendrait impossible pour Adrien ou toute autre personne d'en prendre le contrôle sans mon autorisation expresse. Deuxièmement, je mettrai à jour mon testament en laissant claires mes intentions et mon état mental parfaitement sain, avec des évaluations psychologiques annexées faites par des professionnels indépendants. Troisièmement, et le plus important, je devais obtenir des preuves directes des intentions d'Adrien. Cela signifiait que quand il viendrait me rendre visite ce week-end, comme il viendrait certainement pour exécuter son plan horrible, je devais faire semblant de ne rien savoir, d'être encore la mère naïve et confiante, tout en enregistrant chaque mot, chaque aveu, chaque preuve de sa conspiration. « Pouvez-vous faire cela ?» demanda Maître Fournier, ses yeux pénétrants fixés sur les miens. « Pouvez-vous regarder votre fils, sachant ce qu'il prévoit de faire, et garder votre sang-froid assez longtemps pour obtenir ce dont nous avons besoin ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis restée à regarder par la fenêtre de son bureau, voyant Tours en contrebas, la ville qui avait été ma maison pendant tant de décennies, pensant à toutes les fois où j'avais tenu Adrien quand il était enfant, toutes les nuits où je m'étais assise à côté de son lit quand il était malade, tous les sacrifices que j'avais faits pour garantir qu'il ait de meilleures opportunités qu'Henri et moi avions eues. Et puis j'ai pensé à comment il avait prévu de m'enfermer dans un endroit terrible, comment il avait froidement calculé combien vaudrait ma maison après que je ne sois plus là pour la défendre. « Oui », ai-je finalement répondu, « je peux faire cela. » Les 3 jours suivants ont été les plus longs et les plus étranges de ma vie. J'ai continué ma routine normale en surface, me réveillant à la même heure, allant à la boulangerie, m'occupant du jardin, participant à la réunion du club de lecture jeudi soir où nous avons discuté de Madame Bovary et j'ai fait des commentaires sur la trahison que personne d'autre là-bas n'a complètement compris. Mais sous cette normalité, il y avait un courant constant de préparation et de planification. Maître Fournier a travaillé avec une efficacité impressionnante, rédigeant des documents, programmant des évaluations médicales et psychologiques pour prouver ma pleine capacité mentale, contactant les autorités appropriées. Claire venait me voir 2 fois par jour, toujours avec une excuse désinvolte pour emprunter du sucre ou apporter des fleurs du jardin, mais en réalité pour vérifier si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, offrant en silence le soutien moral dont j'avais désespérément besoin. Vendredi après-midi, Adrien a appelé. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu son nom apparaître sur l'écran du téléphone, mais j'ai respiré profondément 3 fois avant de répondre, me rappelant que j'étais actrice dans cette pièce maintenant et que je devais jouer parfaitement le rôle de la mère inconsciente. «
Allô, chérie, dis-je avec cette voix maternelle que j'utilisais naturellement avec lui, bien que maintenant chaque mot semblait être des cendres dans ma bouche. Quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Il semblait décontracté, presque joyeux, avec cette facilité sociopathique de quelqu'un qui peut planifier quelque chose de monstrueux et garder quand même la voix légère et insouciante. Je vais bien, maman. Écoute, Sophie et moi avons décidé de te faire une surprise. On vient te voir demain. On peut arriver vers 10h du matin? Je pensais qu'on pourrait déjeuner ensemble, discuter un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, n'est-ce pas? L'ironie de ces mots était si amère que j'ai failli m'étouffer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Bien sûr que ça fait longtemps. Parce que tu m'as évité pendant des années, n'apparaissant que quand tu avais besoin d'argent ou quand tu voulais vérifier si j'étais encore vivante et en bonne santé pour que tes plans n'aient pas besoin d'être accélérés. Oh, comme c'est merveilleux! Ai-je forcé l'enthousiasme dans ma voix, chaque mot une petite mort intérieure. Je vais préparer ce coq au vin que tu as toujours adoré, et je ferai une tarte tatin pour le dessert. Ce sera si bon de vous avoir ici. Il y eut une brève pause de l'autre côté de la ligne, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il avait détecté quelque chose d'étrange dans ma voix. Mais ensuite, il a continué. « Tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal, maman. En fait, on voulait te parler de certaines choses importantes. Sur l'avenir, sur comment tu prends soin de toi ici toute seule. Mais on peut t'en parler demain, d'accord? » Et puis, comme une réflexion tardive, « Ah, et maman, as-tu signé des documents récemment? Procuration, testament, ce genre de choses? C'est qu'on a un ami avocat qui a offert d'aider à organiser tes affaires, tu sais, pour faciliter tout à l'avenir. » Chaque mot de lui était une confirmation de ce que Claire m'avait raconté. Chaque question apparemment innocente révélait les rouages de la machine terrible qu'il avait construite pour me broyer. « Non, mon fils, je n'ai rien signé récemment, » mentis-je doucement, bien qu'en réalité j'ai passé tout le mardi dernier à signer des dizaines de documents au cabinet de Maître Fournier, blindant tous mes biens contre toute tentative d'appropriation. « Pourquoi tu demandes ?» Il rit. Ce rire faux que j'aurais dû apprendre à reconnaître il y a des années. Ah, rien de grave. C'est juste que Sophie et moi voulons être sûrs que tout est organisé pour toi, que tes intérêts sont protégés. On en parle demain tranquillement, d'accord? Je t'embrasse, maman. Quand j'ai raccroché le téléphone, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. J'ai dû m'asseoir sur la chaise de la cuisine, respirant profondément, en essayant de contrôler la nausée qui montait dans ma gorge. Comment pouvait-il? Comment pouvait-il mentir si facilement, sembler si affectueux, utiliser ces mots d'affection tout en prévoyant de me détruire? Et ce qui était encore pire, combien de fois avait-il fait cela avant? Combien de conversations passées, combien d'embrassades, combien de « je t'aime, maman » n'étaient que des performances calculées d'un homme qui attendait juste le bon moment pour me transformer en profit? Ce soir-là, Claire est venue dîner chez moi. Elle a apporté une bouteille de Côtes-du-Rhône qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Et nous nous sommes assises dans la cuisine en mangeant la quiche lorraine qu'elle avait faite, essayant de maintenir une conversation normale sur le jardinage et sur le nouveau livre que le club de lecture avait choisi pour le mois prochain. Mais finalement, inévitablement, la conversation est revenue au lendemain. « Tu n'as pas besoin de faire ça toute seule, » dit Claire pour la 10e fois. « Je peux être là, caché dans une autre pièce, juste comme soutien. Ou je peux appeler mon neveu, il est policier à Orléans. Il pourrait être dans les parages au cas où tu aurais besoin. » J'ai secoué la tête. « Non, Claire, cela doit être seulement entre lui et moi. Je dois regarder mon fils dans les yeux et lui donner la chance d'être honnête avec moi, de reculer, de montrer qu'il existe encore une certaine humanité en lui. Et s'il n'y en a pas, s'il va vraiment de l'avant avec ça, alors il faut que ce soit clairement enregistré que c'était son choix, qu'il a eu toutes les opportunités de s'arrêter. « Tu es plus forte que je ne le serai jamais, » dit Claire doucement, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je ne sais pas si je pourrais faire ce que tu fais. » J'ai tenu sa main à travers la table. « Tu as déjà fait la chose la plus difficile, Claire. Tu m'as dit la vérité en sachant que cela me blesserait. Tu as choisi de me protéger, même si cela signifiait détruire ma tranquillité d'esprit. Tu m'as donné la chance de me battre, et je vais me battre. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les autres mères et pères qui ont été trompés par des enfants avides,
pour toutes les personnes âgées qui ont été réduites au silence et jetées comme si elles n'avaient plus de valeur juste parce que leurs cheveux sont devenus blancs et que leurs mains ont commencé à trembler. J'ai peu dormi cette nuit-là. Et quand j'ai finalement trouvé le sommeil, j'ai eu des cauchemars. J'ai rêvé que j'étais dans des couloirs interminables d'un hôpital ou d'une maison de retraite, cherchant une sortie qui n'existait pas, entendant des voix qui chuchotaient que j'étais folle, que personne ne me croirait, que je n'étais qu'une vieille confuse qui avait tout imaginé. Je me suis réveillée à 5h30 du matin avec le cœur battant. Et pendant un moment terrible, j'ai envisagé d'abandonner tout, d'envisager de simplement faire semblant que rien ne s'était passé, que Claire s'était trompée, que mon fils ne serait jamais capable de faire ce qu'il prévoyait de faire. Mais ensuite, je me suis levée, j'ai pris une longue douche chaude, j'ai mis mes vêtements les plus confortables mais respectables et j'ai préparé la maison. Maître Fournier m'avait donné un minuscule enregistreur numérique que je devais garder dans ma poche et elle avait également installé un système d'enregistrement audio discret dans le salon. « Tout sera enregistré », avait-elle expliqué, et je serai de l'autre côté du téléphone, écoutant tout en temps réel grâce à une application. Si quelque chose semble devenir incontrôlable, si tu donnes le signal convenu, j'aurai une voiture de police à ta porte en moins de 5 minutes. À 10h pile, j'ai entendu la voiture d'Adrien se garer devant la maison. J'ai attendu derrière le rideau du salon, observant pendant qu'il sortait avec Sophie de la BMW noire qu'il devait avoir achetée récemment, probablement en utilisant un prêt qu'ils espéraient rembourser avec mon argent. Adrien portait un costume gris cher, ses cheveux parfaitement coiffés, ayant l'air tout professionnel et digne de confiance, l'image parfaite d'un fils responsable venant s'occuper des affaires de sa mère âgée. Sophie portait une robe blanche avec un manteau de marque, d'énormes lunettes de soleil couvrant la moitié de son visage, tenant un sac qui coûtait probablement plus que ma pension de 3 mois. Il parlait à voix basse en marchant dans le jardin, et bien que je ne puisse pas entendre les mots, je voyais le langage corporel tendu, la façon dont Sophie gesticulait avec impatience, comment Adrien hochait la tête à plusieurs reprises, comme s'il était réprimandé ou instruit sur quelque chose. J'ai respiré profondément, mis mon masque de mère heureuse et naïve et ouvert la porte avec un sourire. « Adrien, Sophie, entrez, entrez, je suis si heureuse que vous soyez venus. » Adrien m'a embrassée. Et c'était si surréaliste de sentir ses bras autour de moi en sachant ce que je savais. De sentir son baiser sur ma joue et de devoir réprimer l'impulsion de reculer de dégoût. Sophie a à peine effleuré mes lèvres sur mon visage, gardant ses distances comme elle le faisait toujours, comme si ma vieillesse était contagieuse. Ils sont entrés, commentant comment la maison était pareille, comment le jardin était beau, toutes ces gentillesses vides que les gens font quand ils doivent remplir le silence pendant qu'ils planifient leur prochain coup. J'ai servi du café et les croissants que j'avais achetés tôt ce matin, et pendant peut-être 20 minutes, nous avons eu une conversation terriblement normale. Adrien a demandé comment allait ma santé, comment allaient mes amis du club de lecture, comment je passais mon temps. J'ai répondu joyeusement, lui donnant exactement ce qu'il attendait. Une vieille dame seule, un peu solitaire, peut-être un peu oublieuse, totalement vulnérable et confiante. Et puis, finalement, il a commencé à conduire la conversation là où il voulait vraiment aller. « Maman », dit-il avec cette voix sérieuse et inquiète qu'il avait parfaitement répétée. « Sophie et moi avons beaucoup parlé de toi ces derniers temps, et nous sommes inquiets. » Il fit une pause, comme s'il pesait ses mots. « Tu vieillis, et cette maison est trop grande pour que tu t'en occupes seule. Nous voyons comment tu es fatiguée, comment tu répètes parfois les mêmes histoires, comment tu sembles un peu confuse au téléphone. Chaque mot de lui était un mensonge calculé, chaque préoccupation fabriquée était un piège en train d'être tendu. Mais j'ai joué mon rôle parfaitement. »« Confuse ? Non, mon fils, je pense que je vais bien. Peut-être un peu oublieuse parfois, mais c'est normal à mon âge, n'est-ce pas ?» Adrien a échangé un regard significatif avec Sophie, comme si je venais de confirmer exactement ce qu'il voulait. « Tu vois, maman, tu admets toi-même que tu es oublieuse, et il n'y a aucune honte à cela, c'est complètement normal. Mais c'est exactement pour ça que Sophie et moi pensons qu'il est temps que tu ailles de l'aide professionnelle. Nous avons trouvé un endroit merveilleux, une résidence avec des soignants spécialisés, des activités,
d'autres personnes de ton âge. Tu ne serais pas seule, tu aurais des gens avec qui parler, des infirmières si tu as besoin de quelque chose. Ce serait beaucoup mieux pour toi que de rester ici, dans cette grande maison vide. » Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé l'expression confuse et légèrement inquiète. « Une résidence ? Tu veux dire une maison de retraite ? Mais mon fils, je n'en ai pas besoin. Je vais bien ici, c'est ma maison. » Sophie a finalement parlé, sa voix avec cette impatience mal dissimulée qu'elle avait toujours avec moi. « Marguerite, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir. Tu as besoin de soins. Et cette maison, franchement, devient un fardeau beaucoup trop lourd pour toi. Il serait beaucoup plus sensé de la vendre, d'utiliser cet argent pour garantir tes soins appropriés. Et ainsi, tout le monde est tranquille. Voilà. » La vérité commençait à fuir à travers les fissures de leur performance. « Vendre ma maison ?» ai-je répété, laissant ma voix trembler légèrement. Mais c'est la maison qu'Henri et moi avons achetée ensemble, où nous avons élevé Adrien, où j'ai tous mes souvenirs. Je ne veux pas la vendre. Adrien s'est penché en avant, prenant mes mains, et son toucher m'a rendu physiquement malade. « Maman, je sais que c'est difficile, mais tu dois me faire confiance. Je suis ton fils, je veux seulement le meilleur pour toi. Et le meilleur maintenant, c'est un endroit où tu seras en sécurité et soigné. Nous avons déjà trouvé l'endroit parfait, la résidence des Lys. J'ai déjà parlé avec les administrateurs. Nous avons déjà réservé une place. Tu peux emménager lundi. » Lundi ? Le mot est sorti plus aigu que je ne l'avais prévu. « Mais c'est dans 3 jours. Adrien, c'est trop rapide. Je dois réfléchir. Je dois organiser mes affaires. Sophie a interrompu, sa voix plus dure maintenant, la patience feinte s'évaporant. « Il n'y a rien à réfléchir, Marguerite. Nous avons déjà décidé. C'est le mieux pour tout le monde. Et plus vite tu acceptes ça, mieux ce sera pour toi. » C'était la première fois que leur masque commençait vraiment à tomber. J'ai regardé mon fils, cherchant sur son visage un signe du garçon que j'avais connu, un vestige d'amour ou de remords ou d'humanité. Mais ce que j'ai vu là était une froideur absolue, une détermination calculée, et sous tout cela, de l'anxiété et de l'avidité. « Et qu'en est-il de ma maison ?» demandai-je doucement. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» Adrien a hésité pendant juste une fraction de seconde avant de répondre. « Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je vais m'occuper de tout. Je vais mettre la maison en vente. Utiliser l'argent pour payer la résidence et pour garantir que tu aies tout ce dont tu as besoin. Et pour faciliter tout, j'ai apporté quelques documents que j'ai besoin que tu signes. Juste des procurations de base pour que je puisse gérer tes finances et prendre des décisions sur tes soins médicaux. C'est standard pour ces situations. » Il sortit un dossier en cuir du sac qu'il avait apporté, l'ouvrant sur la table basse. Là étaient les documents, exactement comme Claire l'avait décrit, exactement comme Maître Fournier l'avait prévu. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas seulement enregistrer leurs confessions, j'allais les confronter. J'allais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller, jusqu'où ils tomberaient dans leur propre piège. « Et si je dis non ?» demandai-je, ma voix changeant subtilement, perdant ce ton de confusion et gagnant quelque chose de plus ferme. « Si je dis que je ne veux pas signer ces documents, que je ne veux aller dans aucune résidence, que c'est ma maison et que j'ai l'intention d'y mourir, que ferez-vous alors ?» Le silence qui suivit était tendu comme du fil barbelé. Adrien et Sophie ont échangé un regard, et j'ai vu quelque chose passer entre eux, une communication silencieuse qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. « Maman », dit finalement Adrien, sa voix prenant un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, dangereux et froid. « Tu ne comprends pas la situation. Nous ne demandons pas ta permission. Nous t'informons de ce qui va se passer. Tu vas signer ces documents. Et tu vas aller à la résidence lundi. Si tu ne coopères pas, nous avons un médecin qui a déjà accepté de signer une déclaration disant que tu n'es plus en mesure mentale de prendre tes propres décisions. Et alors, nous n'aurons pas besoin de ta signature pour quoi que ce soit. » Et voilà. La menace nue et crue, la vérité terrible que Claire avait entendue. Mon fils était prêt à me déclarer mentalement incompétente, à me forcer dans une maison de retraite. Tout cela pour voler ma maison et mes économies. « Vous feriez vraiment ça à votre propre mère ?» demandai-je, et cette fois,
Je laissais toute la douleur et la trahison que je ressentais saigner dans ma voix. Ton propre fils, Adrien, tu me ferais ça? Sophie s'est levée brusquement, sa patience complètement épuisée. Pour l'amour de Dieu, Marguerite, arrête d'être si dramatique. Tu es vieille, tu es seule, tu n'as plus besoin d'une maison comme celle-ci. Nous méritons cet argent. Tu as eu ta vie, tu as élevé ton fils. Maintenant, il est temps que tu fasses ta part et que tu nous aides à avoir la vie que nous méritons. Nous méritons cet argent. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme du poison, et je savais que Maître Fournier et la police, écoutant tout à travers le système d'enregistrement, venaient de recevoir l'aveu dont ils avaient besoin. Mais il y avait une dernière pièce que je devais mettre en place. « Et que va-t-il m'arriver à la résidence d'Hélice ?» demandai-je. « Vous me rendrez visite ? Ou serais-je juste un problème résolu, quelque chose que vous pouvez oublier pendant que vous dépensez mon argent ?» Adrien perdit finalement complètement son sang-froid. « Te rendre visite ? Maman, nous avons à peine le temps de vivre nos propres vies. Tu crois qu'on va conduire jusqu'à Tours toutes les semaines pour visiter une vieille confuse dans une maison de retraite? La résidence a du personnel pour ça. C'est leur travail. Tu seras soigné, tu seras en sécurité, et nous pourrons enfin vivre sans cette préoccupation constante sur quoi faire de toi. Quoi faire de moi? Comme si j'étais un problème administratif, un élément sur une liste de tâches à rayer. Je me suis levée lentement, et il y avait quelque chose dans ma posture, dans le changement de mon expression, qui les a fait hésiter tous les deux. « Asseyez-vous », dis-je, et ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Pour la première fois dans toute cette visite horrible, c'était moi qui avais le contrôle. Vous deux allez vous asseoir et vous allez m'écouter, parce qu'il y a certaines choses que vous devez savoir avant de détruire complètement vos vies. Adrien et Sophie se sont assis lentement, et j'ai vu la première étincelle d'incertitude dans leurs yeux. Peut-être ont-ils réalisé que quelque chose n'allait pas, que cette vieille confuse qu'ils prévoyaient de manipuler si facilement ne se comportait pas comme prévu. Je suis resté debout devant eux, ma maison autour de moi comme témoin silencieux. 40 ans de vie et de souvenirs me donnant la force dont j'avais besoin. Première chose que vous devez comprendre, ai-je commencé, ma voix calme, mais avec de l'acier en dessous, c'est que je sais tout. Je sais vos plans de m'interner de force. Je sais pour la résidence d'Hélice et ses dénonciations de maltraitance. Je sais pour le médecin qui a accepté de me déclarer incapable. Je sais pour la procuration frauduleuse et vos plans de vendre ma maison. Je sais tout, Adrien. La couleur s'est vidée de son visage comme de l'eau s'écoulant par un drain. Comment C'est ridicule, tu délires, a-t-il commencé, mais j'ai coupé ses mots d'un geste. Ma voisine Claire vous a entendu tous les deux discuter dans le garage il y a 4 jours. Elle a entendu chaque détail de votre plan misérable. Et contrairement à vous, qui avez apparemment oublié ce que signifient la loyauté et l'amour, Claire est une vraie amie. Elle m'a tout raconté parce qu'elle se soucie vraiment de moi, pas parce qu'elle veut voler mon argent. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, montrant l'écran où l'application d'enregistrement tournait, enregistrant chaque mot. Et deuxième chose, tout ce que vous avez dit ici aujourd'hui a été enregistré. Chaque menace, chaque manipulation, chaque aveu de vos intentions criminelles est en train d'être documenté en ce moment. Y compris cette partie merveilleuse où toi, Sophie, as dit que vous méritiez mon argent, et où toi, Adrien, as admis avoir un médecin prêt à falsifier des documents déclarant ta propre mère mentalement incompétente. Sophie s'est levée d'un bond, le visage tordu de fureur et de peur. « Tu ne peux pas nous enregistrer sans permission, c'est illégal. » J'ai ri, et c'était un son dur, sans humour. J'enregistre dans ma propre maison, documentant des menaces directes à ma sécurité et mon intégrité. C'est parfaitement légal en France, et tu le saurais si tu avais passé du temps à rechercher la loi, au lieu de simplement conspirer pour voler une personne âgée. Mais attendez, il y a plus. Troisième chose. Mardi dernier, j'ai passé toute la journée au cabinet de Maître Camille Fournier, la meilleure avocate en droit de la famille et des successions de Tours. Tous mes biens sont maintenant protégés dans un trust irrévocable. Tu ne peux pas les toucher, Adrien. Tu ne peux pas vendre ma maison. Tu ne peux pas accéder à mes économies. Tu ne peux absolument rien faire avec mon patrimoine sans mon autorisation écrite express.
et mon testament a été mis à jour, laissant cristallin que je suis en pleine capacité mentale, avec des évaluations psychologiques et médicales annexées faites par 3 professionnels indépendants. Adrien était maintenant complètement pâle, ses mains tremblant visiblement. « Maman, tu ne comprends pas ce que tu fais. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas... » « Famille ?» Le mot a explosé de moi avec toute la douleur et la colère accumulée. Vous avez prévu de m'enfermer dans un endroit horrible où j'aurais probablement été négligée ou maltraitée. Vous avez prévu de voler tout ce que j'ai travaillé et économisé pendant toute une vie. Vous avez prévu de me déclarer folle pour que je ne puisse pas me défendre. Et tu as le courage absolu de parler de famille ? Des larmes ont finalement percé à travers ma fureur. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de libération, d'une vérité enfin exposée à la lumière. Je t'ai tout donné, Adrien. J'ai travaillé 2 emplois pour payer ton université. J'ai donné la compte de ton premier appartement. J'ai couvert tes dettes 3 fois différentes quand tu avais mal investi. Et quand ton père est mort, quand j'avais le plus besoin de soutien, tu es à peine apparu aux funérailles parce que tu avais une réunion importante. Et maintenant, je découvre que toutes ces années de distance n'étaient pas accidentelles. Elles étaient calculées. Tu attendais juste que je sois assez vieille, assez vulnérable, pour que tu puisses me jeter et prendre ce que tu voulais. Sophie a tenté une approche différente, sa voix prenant un ton conciliant qui était aussi faux que tout le reste chez elle. « Marguerite, peut-être nous sommes-nous mal exprimés. Ce n'était pas notre intention. »« Ne m'insulte pas encore plus en mentant, » ai-je interrompu. Vos intentions sont devenues cristallines. Vous me voyez comme un problème à résoudre, un obstacle entre vous et l'argent. Mais voici la chose. Je ne suis plus la vieille confuse et seule que vous pensiez pouvoir manipuler. Je suis une femme qui voit enfin la vérité et qui a les ressources et le soutien pour me défendre. Je suis allée jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Maintenant, vous allez sortir de ma maison et vous ne reviendrez plus jamais. Maître Fournier prépare déjà une ordonnance restrictive judiciaire. Si vous essayez de me contacter, de me rendre visite, ou de quelque façon que ce soit de me harceler, vous ferez face à de sévères conséquences légales. Et quant aux enregistrements que j'ai faits aujourd'hui, avec le témoignage de Claire et les preuves que mon avocate a réunies, ils sont remis à la police aujourd'hui même. Vous serez enquêté pour tentative d'enlèvement, fraude, détournement de fonds et conspiration. J'espère que les 700 000 € de ma maison en valaient la peine, parce que vous venez de détruire vos vies entières pour eux. Adrien a essayé une dernière fois, et à ce moment-là, j'ai vu le garçon qu'il avait été, le fils que j'avais aimé, sous l'homme terrible qu'il était devenu. Maman, s'il te plaît, on peut en parler. Je suis désolée, Tu es désolée d'avoir été pris, ai-je corrigé. Tu n'es pas désolée pour ce que tu as fait. Si Claire ne m'avait pas raconté, si je n'avais pas découvert, tu aurais continué avec ton plan. Tu m'aurais arrachée de cette maison, tu m'aurais mise dans cette horrible maison de retraite, et tu aurais vendu mon patrimoine pendant que je pourrissais là-bas. Alors ne viens pas me demander pardon maintenant. C'est trop tard pour ça. Trop tard depuis des décennies. Sophie a pratiquement couru dehors, mais Adrien a hésité sur le seuil de la porte, regardant en arrière une dernière fois. Et dans ce regard, j'ai vu non pas du remords, mais de la colère. De la colère d'avoir été découvert, de la colère d'avoir ses plans détruits, de la colère que sa vieille mère stupide avait été assez intelligente pour se défendre. « Tu vas le regretter », a-t-il dit doucement. « Sans nous, tu n'as personne. Tu vas mourir seul dans cette maison et personne ne le saura pendant des semaines. »« Je préfère mourir seul avec ma dignité intacte, » ai-je répondu, « que de vivre un jour de plus en croyant au mensonge que tu m'aimes. Maintenant, sors. » Ils sont partis et j'ai fermé la porte derrière eux, la verrouillant avec des doigts qui ont enfin arrêté de trembler. À travers la fenêtre, je les ai vus monter dans la BMW, Sophie gesticulant furieusement, Adrien frappant ses mains sur le volant. Et puis ils sont partis, emportant avec eux les dernières illusions que j'avais sur la famille et le sang et les obligations filiales. Claire est apparue à ma porte 5 minutes plus tard, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Elle était restée chez elle, écoutant tout à travers le téléphone connecté à mon système d'enregistrement, prête à intervenir si nécessaire. Nous nous sommes embrassés dans l'entrée, et c'est dans cette étreinte que je me suis finalement permis de me briser, de pleurer toutes les larmes que j'avais retenues pendant la confrontation horrible. « Tu as été si courageuse », chuchotait Claire,
me tenant pendant que je tremblais. Si incroyablement courageuse. Mais je ne me sentais pas courageuse, je me sentais détruite, comme si j'avais perdu non seulement un fils, mais l'idée entière de ce que signifie avoir une famille. Maître Fournier est arrivé 1 heure plus tard, accompagné de 2 détectives de la police de Tours. Nous nous sommes assises dans le même salon où Adrien avait essayé de me tromper. Et j'ai reproduit tout l'enregistrement pour eux. J'ai vu les expressions des détectives se durcir au fur et à mesure qu'ils écoutaient, particulièrement dans les parties où Adrien admettait avoir un médecin prêt à falsifier des documents et où Sophie criait qu'ils méritèrent mon argent. « Madame de la Cour !» dit la détective la plus âgée, une femme d'une 50aine d'années, aux yeux gentils mais fermes, quand l'enregistrement s'est terminé. « Ce que votre fils et votre belle-fille ont prévu n'est pas seulement moralement répugnant. C'est criminel. Nous avons juridiction pour enquêter sur une tentative d'enlèvement, fraude, détournement de fonds, et sur la base de ce que vous nous avez raconté sur le médecin, possiblement falsification de documents médicaux. Avec votre permission, nous aimerions ouvrir une enquête formelle. Faites ce qui est nécessaire, ai-je répondu. Pas seulement pour moi, mais parce que s'ils m'ont fait ça, ils le feront à quelqu'un d'autre. Et la prochaine victime pourrait ne pas avoir une Claire pour l'avertir à temps. La détective a hoché la tête. Il y a une dernière chose dont nous devons discuter. Vous avez mentionné un cousin de Sophie qui travaille à la résidence d'Hélice. C'est extrêmement préoccupant, parce que cela suggère qu'il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées, un réseau de facilitation de maltraitance de personnes âgées. Nous avons besoin de plus d'informations à ce sujet. C'est Claire qui a répondu, sa voix ferme malgré le tremblement. Quand j'ai entendu Adrien et Sophie parler, Sophie a mentionné que son cousin Luc travaillait à la résidence comme administrateur assistant. Elle a dit qu'il pourrait garantir que Marguerite soit placée dans une aile où elle ne ferait pas beaucoup de bruit et où les visites étaient découragées. Cela impliquait que la résidence a des zones où les personnes âgées sont délibérément isolées du contact extérieur. Les détectives ont échangé des regards significatifs. Cela s'aligne avec les dénonciations que nous avons reçues sur cet endroit. Avec votre témoignage et ces enregistrements, nous avons enfin une base pour une enquête complète. Madame de la Cour, vous pourriez avoir fini de sauver non seulement vous-même, mais potentiellement des dizaines d'autres personnes âgées. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est déroulé avec une vitesse surprenante. L'enquête sur Adrien et Sophie a révélé non seulement leur plan contre moi, mais un historique de dettes massives qu'ils avaient décaché à tout le monde. Il s'est avéré qu'ils devaient presque 300 000 € entre prêts bancaires, cartes de crédit et dettes personnelles. Ma maison, mes économies, n'étaient pas seulement de l'avidité, c'était un salut désespéré pour eux. L'appartement luxueux qu'ils gardaient à Paris, loué avec 3 mois de retard dans le paiement, les voitures chères, financées jusqu'à la limite, les vêtements de marque, les voyages, tout ce style de vie que j'avais vaguement envié en pensant que mon fils avait réussi. Tout construit sur des dettes et des apparences, un château de cartes sur le point de s'effondrer. Le médecin qui avait accepté de me déclarer incompétente, Dr Marc Fontaine, a perdu sa licence médicale quand l'enquête a révélé qu'il avait fait cela pour au moins 4 autres familles, toujours pour un paiement sous la table. Luc Mercier, le cousin de Sophie qui travaillait à la résidence d'Hélice, a été licencié et fait face à des accusations criminelles pour facilitation de maltraitance de personnes âgées. L'enquête dans la résidence a révélé des conditions absolument horribles. Des personnes âgées sédatées excessivement pour rester tranquilles, négligence médicale systématique, isolement forcé de ceux dont les familles payaient un supplément pour ne pas être dérangés. 3 autres administrateurs ont été arrêtés et l'endroit a été fermé par les autorités de santé. Découvrir que j'avais failli être placée là-bas, que c'était le destin que mon propre fils avait choisi pour moi, me faisait me réveiller au milieu de la nuit avec le cœur battant. Le procès est venu 6 mois plus tard. Maître Fournier a représenté ma partie civile dans le procès criminel contre Adrien et Sophie. La salle du tribunal était bondée. Apparemment, notre histoire s'était répandue. Et il y avait plusieurs organisations de défense des personnes âgées présentes, ainsi que des journalistes et des curieux. Je n'ai pas regardé Adrien quand il est entré, vêtu d'un costume modeste très différent du style cher qu'il avait l'habitude de porter. Sophie semblait avoir vieilli de 10 ans, son visage sans maquillage montrant toute la tension et la peur. Les enregistrements ont été reproduits dans leur intégralité pour le tribunal.
J'ai entendu à nouveau leur voix planifiant ma ruine, et même en connaissant déjà chaque mot, cela faisait encore mal comme un coup de couteau frais à chaque fois. Le procureur a été méticuleux, traçant chaque étape de leur plan, chaque manipulation, chaque conspiration. Claire a témoigné, décrivant ce qu'elle avait entendu cette nuit-là dans le jardin, sa voix tremblante mais déterminée. Maître Fournier a présenté toute la documentation. Les formulaires d'internement qu'Adrien avait remplis à mon insu, les emails entre lui et Dr Fontaine, les messages textes entre Sophie et son cousin discutant de combien de temps je durerais dans la résidence avant qu'il ne puisse vendre ma maison en toute sécurité. Quand ce fut le tour d'Adrien de témoigner, il a tenté une défense pathétique alléguant qu'il était véritablement préoccupé par ma santé mentale, que ses intentions étaient même bonnes. Mais le procureur a détruit ce récit facilement, pointant les messages où Sophie calculait exactement combien vaudraient mes biens, où Adrien discutait de comment accélérer le processus de vente de la maison, où tous deux parlaient de pouvoir enfin vivre correctement avec son argent. Sophie a eu un effondrement complet à la barre des témoins, alternant entre essayer de me blâmer d'être difficile et pleurer qu'ils avaient juste besoin d'aide, et n'avaient pas d'autre choix. Le juge, un homme d'une 60aine d'années, avec une expression de dégoût croissant, a laissé son sentiment clair dans la sentence. Ce tribunal a vu de nombreux cas de maltraitance financière de personnes âgées, a-t-il dit, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, mais nous voyons rarement quelque chose d'aussi calculé, d'aussi froid, d'aussi complètement dépourvu d'amour ou de respect basique que ce qui a été planifié ici. La victime n'était pas une étrangère. C'était la mère d'un des accusés, une femme qui a dédié sa vie à élever et soutenir un fils qui a ensuite conspiré pour détruire sa dignité et voler tout ce qu'elle avait. L'impact de cela va bien au-delà du financier. C'est une trahison fondamentale de tout ce que devrait signifier être une famille. Sophie a été condamnée à 1 an de prison sans possibilité de libération conditionnelle, plus des amendes substantielles et une ordonnance de restitution qu'elle ne pourra probablement jamais payer. Adrien a reçu 2 ans de prison avec sursis, sous des conditions strictes incluant une libération conditionnelle de 5 ans, interdiction de tout contact avec moi, obligation de payer des amendes et restitutions, et perte de divers droits civils. Il a également perdu son emploi à la banque où il travaillait quand la condamnation criminelle est devenue publique. L'appartement à Paris, saisi par les créanciers, les voitures, vendues pour payer les dettes, leur mariage, détruit sous le poids des accusations mutuelles et de la pression. Pendant que j'écoutais les sentences être prononcées, je n'ai pas ressenti la victoire que j'avais imaginé ressentir. J'ai ressenti seulement un vide profond, une tristesse pour tout ce qui aurait pu être différent, pour tous les choix que mon fils a faits qui l'ont conduit à ce point. Mais avec la tristesse, il y avait aussi quelque chose comme la paix. Parce que je m'étais défendue. J'avais refusé d'être une victime silencieuse. J'avais lutté. La vie après le procès a été étrange pendant longtemps. Je pensais que je me sentirais libre, soulagée, prête à avancer. Et à certains niveaux, je l'étais. Mais il y avait des nuits, tant de nuits, où je me réveillais à 3 heures du matin et me retrouvais à pleurer pour un garçon de 8 ans qui adorait construire des châteaux de Lego avec moi, qui tenait ma main quand nous traversions la rue, qui me disait « Je t'aime, maman », avec une sincérité totale. Où était parti ce garçon? À quel moment s'était-il transformé en l'homme qui avait prévu de me détruire? Ces questions me hantaient, et peut-être me hanteront-elles toujours. Mais graduellement, jour après jour, semaine après semaine, j'ai commencé à reconstruire non seulement ma vie, mais mon identité. Claire a été mon roc à travers tout, apparaissant chaque matin pour prendre le café ensemble, me traînant dehors quand je voulais juste rester enfermée à la maison. C'est elle qui a suggéré que je voyage, que j'utilise ma liberté et mes ressources pour enfin faire des choses qu'Henri et moi avions toujours prévues, mais n'avions jamais réussi à faire. Et ainsi, 9 mois après le procès, j'ai embarqué dans un train pour la Provence. J'ai passé 3 semaines merveilleuses dans de petites villes qui semblaient des peintures, séjournant dans des chambres d'hôtes charmantes, marchant à travers des champs de lavande qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, mangeant dans de petits restaurants où les propriétaires vous traitaient comme de la famille. À Aix-en-Provence,
J'ai rencontré un groupe de femmes retraitées qui se rencontraient tous les jeudis pour peindre à l'aquarelle dans le parc. Elles m'ont invité à me joindre à elles. Et bien que je n'ai pas touché un pinceau depuis l'école, j'ai découvert qu'il y avait une joie simple à essayer de capturer la lumière du soleil sur les arbres, même si mes résultats étaient terribles. L'une d'elles, Françoise, une ancienne infirmière de 72 ans avec un rire contagieux, est devenue une amie proche. Quand j'ai raconté mon histoire, elle a révélé avoir vécu quelque chose de similaire avec sa fille, qui avait essayé de la convaincre de vendre sa maison et de déménager dans un endroit plus approprié. Certaines personnes, a-t-elle dit sagement, n'apprennent jamais à nous voir comme des personnes réelles avec nos propres vies et désirs. Elles ne nous voient que comme des obstacles ou des ressources. Et quand nous découvrons cela, nous avons un choix. Nous pouvons permettre que cela nous détruise, ou nous pouvons nous libérer et vivre pour nous-mêmes, enfin. Je suis retournée à Tours renouvelée d'une certaine manière. Et j'ai pris une décision importante. J'allais transformer ma maison. Ces pièces qui restaient vides, qui portèrent des souvenirs d'un fils qui ne reviendrait plus jamais, ont été complètement redessinées. J'ai engagé une jeune décoratrice talentueuse appelée Anaïs, qui a compris exactement ce dont j'avais besoin. Garder l'essence et l'histoire de la maison, mais me libérer des fantômes. Nous avons peint des murs, changé des meubles, transformé l'ancienne chambre d'Adrien en un atelier d'art où je peins maintenant des aquarelles horribles, mais thérapeutiques. Le salon où avait eu lieu cette confrontation terrible a été complètement réimaginé avec des couleurs claires et des meubles confortables qui invitent aux conversations et aux rires. Mais le changement le plus significatif n'a pas été dans la maison, mais dans la façon dont j'ai commencé à vivre. À travers Maître Fournier, je me suis connectée avec une organisation appelée Protection des aînés, qui défend les personnes âgées victimes de maltraitance familiale et financière. J'ai commencé comme bénévole, simplement en répondant à un téléphone de soutien une fois par semaine, écoutant des histoires d'autres personnes qui passaient par ce que j'avais vécu. Et ce que j'ai découvert était dévastateur. Je n'étais pas unique. Il y avait tant d'autres personnes, des femmes principalement, qui étaient manipulées, trompées, pressurées par des enfants et des membres de la famille avide. Un appel en particulier a tout changé. C'était d'une femme appelée Monique, de 73 ans, qui était pressurée par ses deux fils de signer des documents qu'elle ne comprenait pas. Elle était confuse, effrayée, ne savait pas vers qui se tourner. Assise là avec le téléphone dans la main, écoutant le désespoir dans sa voix, j'ai vu mon propre reflet et j'ai su que je devais faire plus. J'ai travaillé avec Protection des aînés pour créer un programme de soutien direct. Des personnes âgées qui avaient été victimes de maltraitance familiale, aidant d'autres qui étaient dans des situations similaires. Nous n'étions pas des assistantes sociales ou des avocates, mais nous étions quelque chose d'également précieux. Nous étions des survivantes qui comprenions viscéralement ce que c'était d'être trahies par ceux en qui nous devrions pouvoir avoir confiance. Le programme a grandi plus vite que quiconque ne l'attendait. Apparemment, il y avait un besoin désespéré de ce type de soutien. En 2 ans, nous avions 50 bénévoles à Tours et dans la région environnante, et nous étions sollicités par des organisations similaires dans toute la France, demandant des conseils sur comment répliquer notre modèle. Je suis devenue porte-parole non officielle, donnant des interviews pour des journaux et des programmes de radio locaux, racontant mon histoire publiquement pour que d'autres sachent qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il était possible de se défendre. Quant à Adrien, je n'ai plus jamais parlé avec lui. J'ai entendu par des connaissances mutuelles que lui et Sophie ont divorcé 2 ans après le procès, chacun blâmant l'autre d'avoir été pris. J'ai su qu'il avait déménagé à Lille, qu'il travaillait dans un emploi bien en dessous de ses qualifications parce que sa condamnation criminelle le suit. Une partie de moi, cette partie maternelle qui ne meurt jamais complètement, ressent une douleur fantôme quand je pense à lui. Mais c'est comme sentir une douleur dans un membre amputé. La sensation est là, mais le membre n'est plus là. Le fils que j'ai aimé, s'il a jamais existé de la manière dont je l'imaginais, est mort. L'homme qui reste est un étranger qui a essayé de me détruire. J'ai mis à jour mon testament une fois de plus, 3 ans après le procès. La majeure partie de mon héritage, y compris la valeur de la maison quand elle sera éventuellement vendue, va à Protection des aînés et à un fonds spécifique qui aide les personnes âgées victimes de maltraitance familiale à payer une représentation légale. Il y a des dons pour Claire,
pour Maître Fournier, pour les diverses organisations et personnes qui m'ont soutenu. Et pour Adrien? Je lui ai laissé 5 000 €, pas parce qu'il le mérite, mais parce que je veux qu'il sache jusqu'à la fin que sa mère a survécu, que sa tentative de me détruire a échoué, que ces 5 000 € sont tout ce qui reste d'un héritage de presque 1 million d'euros qui aurait pu être le sien s'il m'avait simplement aimé au lieu de convoiter mon argent. Aujourd'hui, à 72 ans, ma vie est plus riche qu'elle ne l'a jamais été quand Adrien en faisait partie. Mes journées sont remplies par le travail bénévole que je fais, par les cours d'aquarelle les mardis et jeudis, par les voyages que je fais 3 ou 4 fois par an, toujours vers de nouveaux endroits que je veux explorer. Mon cercle d'amis s'est élargi pour inclure des dizaines de personnes merveilleuses que j'ai rencontrées à travers le travail de défense des personnes âgées. J'ai un but, j'ai une communauté. J'ai la satisfaction profonde de savoir que mon expérience horrible est transformée en quelque chose qui aide d'autres. Claire continue d'être ma meilleure amie, ma voisine, ma sœur dans tous les sens qui importent. Nous dînons ensemble au moins 4 fois par semaine, alternant entre nos maisons. Nous nous occupons de nos jardins côte à côte, cultivant maintenant non seulement des lavandes et des hortensias, mais aussi des tomates, des herbes, et nous avons même essayé de faire notre propre vin de groseille, qui était terrible, mais nous a fait rire pendant des semaines. Quand elle a eu une pneumonie l'hiver dernier, je suis restée à ses côtés jour et nuit, de la même manière qu'elle avait été à mes côtés pendant l'épreuve avec Adrien. Parce que c'est ce que fait la vraie famille. Elle apparaît, elle reste, elle protège. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre d'Adrien. Elle a été transmise par Maître Fournier parce qu'il n'a pas la permission de me contacter directement. Elle était courte, seulement 3 paragraphes écrits dans une écriture que je n'ai pas reconnue immédiatement parce qu'elle était tremblée et négligée, si différente de la calligraphie confiante qu'il avait. Il disait qu'il réfléchissait sur ses choix, qu'il comprenait maintenant qu'il avait fait une erreur, qu'il espérait qu'un jour je pourrais trouver dans mon cœur la possibilité du pardon. Il n'y avait pas d'admission réelle de culpabilité, aucune reconnaissance véritable de l'ampleur de ce qu'il avait essayé de faire. C'étaient juste des mots soigneusement choisis, qui sonnaient comme du remords, sans vraiment l'être, qui demandèrent le pardon sans démontrer une compréhension réelle de pourquoi il devait être pardonné. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée le même après-midi, regardant ces mots se tordre et s'assombrir jusqu'à devenir des cendres. Claire était assise avec moi, et quand les dernières étincelles sont mortes, elle a demandé « Tu ressens quelque chose? De la colère? De la tristesse? Du soulagement ?» J'ai réfléchi à cela pendant un long moment. « Je ressens de la paix », ai-je finalement répondu. De la paix parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais, que je lui ai donné toutes les chances, que ce n'est pas moi qui ai échoué. Et de la paix parce que ma vie maintenant est mienne. Elle n'est plus définie par lui, ou par l'illusion de lui, ou par sa blessure. J'ai survécu. Et non seulement j'ai survécu, j'ai prospéré. Et c'est la vérité qui m'a le plus surprise dans tout ce voyage. Je pensais, quand tout a commencé, que découvrir la trahison d'Adrien serait la chose qui me briserait finalement, qui ôterait ma volonté de continuer. Après tout, j'avais 70 ans quand c'est arrivé. Je venais de traverser tant de pertes, tant de changements. Il aurait été si facile de simplement abandonner, de laisser l'amertume me consumer, de passer mes dernières années comme une victime amère. Mais au lieu de cela, j'ai découvert une force que je ne savais même pas avoir. J'ai découvert que la famille n'est pas le sang. La famille est le choix et la loyauté et l'amour réel. J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie, pour trouver un nouveau but, pour faire une différence dans le monde. Et j'ai découvert que parfois, les plus grandes trahisons ouvrent le chemin aux plus grandes transformations. Hier soir, j'ai eu une conversation avec une femme appelée Élise, à travers la ligne de soutien de protection des aînés. Elle a 69 ans, et sa fille l'a pressée de vendre son appartement et de déménager dans une résidence. Élise était confuse, effrayée, se sentant coupable de ne pas vouloir faire ce que sa fille insistait, être mieux pour tout le monde. J'ai écouté son histoire, j'ai entendu la peur et la douleur dans sa voix, et je lui ai raconté ma propre expérience. Je lui ai parlé de Claire, de Maître Fournier, de comment j'avais découvert ma force et m'étais défendue.
et à la fin de l'appel, Élise pleurait, mais ce n'était plus des larmes de peur. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de reconnaissance qu'elle n'était pas seule. « Vous m'avez sauvée », a-t-elle dit à travers les larmes. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans cette conversation, sans savoir que quelqu'un comprend, que c'est possible de sortir de cela. Et pendant que je l'écoutais dire cela, j'ai réalisé que Claire avait dit presque exactement les mêmes mots il y a des années. Et que peut-être c'est le vrai héritage de tout ce que j'ai traversé. Pas l'amertume ou la blessure, mais la capacité de transformer la douleur en protection, la trahison en solidarité, la survie en service. Ce matin, je me suis réveillée avec le soleil entrant par la fenêtre de ma chambre, écoutant les oiseaux dans le jardin que j'ai entretenu pendant tant de décennies. Je me suis levée sans me presser, j'ai préparé du café dans la cafetière qu'Henri m'a offerte il y a plus de 40 ans, et je me suis assise sur la véranda en regardant Tours se réveiller lentement. Dans un moment, Claire viendra prendre le petit déjeuner avec moi, comme nous le faisons tous les lundis. Cet après-midi, j'ai une réunion à protection des aînés pour planifier notre prochaine campagne de sensibilisation. Et demain, je volerai à Bordeaux pour voir ma cousine Colette que je n'ai pas vue depuis 3 ans. Ma vie n'est pas parfaite. J'ai encore des jours difficiles, des moments où la blessure d'avoir perdu mon fils d'une manière si terrible fait mal, de façon aiguë et profonde. Je me réveille encore parfois au milieu de la nuit en me demandant ce que j'aurais pu faire différemment, où j'ai échoué en tant que mère. Mais ces questions ont moins de pouvoir sur moi maintenant, parce que je sais que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais à l'époque, et qu'à la fin, chaque personne est responsable de ses propres choix. Adrien a choisi l'avidité plutôt que l'amour. Il a choisi l'argent plutôt que l'intégrité. Et c'étaient ses choix, pas les miens. Quant à moi, j'ai choisi de survivre. J'ai choisi de me battre. J'ai choisi de transformer l'expérience la plus douloureuse de ma vie en quelque chose qui pourrait aider d'autres. J'ai choisi de croire que la famille n'est pas déterminée par le sang, mais construite à travers la loyauté, l'amour véritable et la présence constante. Et j'ai choisi, par-dessus tout, de vivre le reste de ma vie selon mes propres termes, avec dignité, but et gratitude pour chaque jour que j'ai. S'il y a une leçon dans tout cela, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître quand vous êtes manipulé ou utilisé, même par ceux qui devraient nous aimer. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour trouver votre vraie tribu, pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce qu'à la fin, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui ont essayé de nous détruire. La meilleure vengeance est de bien vivre, de prospérer, de trouver la joie et le but, malgré tout ce qu'ils ont fait pour nous en empêcher. C'est de refuser d'être diminué par leur cruauté. C'est de survivre, et non seulement de survivre, mais de s'épanouir. Alors oui, mon fils a essayé de me détruire pour l'argent. Mais ma voisine m'a sauvée avec la vérité et le courage. Et je me suis sauvée en choisissant de me battre, en refusant d'être une victime silencieuse, en transformant la trahison en force et la douleur en but. Et aujourd'hui, des années plus tard, je peux honnêtement dire que bien que cette expérience ait été la plus douloureuse de ma vie, elle a aussi été dans certains sens la plus libératrice. Parce qu'elle m'a forcée à voir la vérité, à lâcher prise des illusions qui me retenaient prisonnière, et à embrasser enfin une vie authentique, vécue selon mes termes, entourée de personnes qui m'aiment vraiment. Et si vous écoutez cette histoire et reconnaissez quelque chose de vous-même en elle, si vous faites face à de la manipulation ou de la pression de la famille, si vous vous sentez seul et effrayé, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui comprennent, des organisations qui peuvent aider, des lois qui peuvent vous protéger. Vous avez le droit de vivre votre vie avec dignité, de contrôler vos propres décisions, d'être traité avec respect indépendamment de votre âge. Et vous avez plus de force que vous ne l'imaginez. Je l'ai découvert à 70 ans, quand je pensais que ma vie était essentiellement terminée. J'ai découvert qu'en moi, il y avait une guerrière que je ne savais pas qui existait. Alors n'abandonnez pas. N'acceptez pas d'être diminué ou jeté. Cherchez de l'aide. Racontez votre histoire. Défendez-vous. Parce que vous méritez de vivre le reste de votre vie selon vos propres termes, pas selon les termes de personnes qui ne vous voient que comme un obstacle ou une ressource. La famille n'est pas le sang. La famille, c'est qui vous protège,
qui apparaît quand vous avez besoin, qui choisit votre bien-être plutôt que son propre confort ou gain. Et ces personnes existent. Parfois, vous les trouvez dans des endroits inattendus, comme des voisines qui entendent des conversations inquiétantes à travers des clôtures de jardin et choisissent le courage de dire la vérité difficile. Aujourd'hui, en regardant en arrière tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai gagné, je ne changerai rien. Parce que cette épreuve terrible m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Une liberté réelle. Liberté des illusions, liberté des obligations vides basées seulement sur des liens de sang. Liberté de vivre authentiquement et de choisir ma propre famille. Et cette liberté, cette paix, ce sens du but que j'ai trouvé en aidant d'autres qui passent par la même chose, vaut plus que n'importe quelle relation basée sur des mensonges et de la manipulation. Je m'appelle Marguerite Delacour. J'ai 72 ans. Je vis à Tours, dans une maison que j'aime, entourée d'un jardin que je cultive et de personnes que j'ai choisies comme ma vraie famille. Et ceci est mon histoire. Une histoire de trahison, mais aussi de survie. Une histoire de perte, mais aussi de transformation. Une histoire qui a commencé avec la pire douleur imaginable, mais qui s'est terminée avec la force, le but et la découverte que la vraie famille n'a rien à voir avec le sang et tout à voir avec qui choisit d'être à vos côtés quand tout s'effondre. Et que parfois, les plus grands cadeaux viennent emballer dans les pires tragédies, si nous avons le courage de les déballer et de voir ce qu'ils contiennent vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans mon histoire a touché une corde sensible en vous. Peut-être reconnaissez-vous cette douleur particulière de découvrir que ceux qui devraient nous protéger sont exactement ceux dont nous devons nous protéger. Peut-être avez-vous vous aussi senti ce moment où le sol se dérobe sous vos pieds quand vous réalisez que l'amour que vous pensiez inconditionnel était en réalité conditionnel à ce que vous possédiez. Je ne vous ai pas raconté cette histoire pour susciter la pitié. Je vous l'ai raconté parce que le silence autour de ces trahisons familiales protège les agresseurs et isole les victimes. Pendant trop longtemps, nous avons été conditionnés à croire que les problèmes de famille restent en famille, que dénoncer un fils ou une fille revient à trahir quelque chose de sacré. Mais qu'y a-t-il de sacré dans la manipulation? Qu'y a-t-il de familial dans l'exploitation calculée d'une personne vulnérable? Ce que j'ai appris à travers cette épreuve dévastatrice, c'est que notre valeur ne diminue pas avec l'âge. Que nos cheveux blancs ne signifient pas que nous devons accepter d'être traités comme des fardeaux ou des comptes bancaires ambulants. Que la vieillesse devrait être synonyme de respect et de dignité, pas de vulnérabilité exploitable. Et surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour dire non, pour tracer des limites, pour refuser d'être victime. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux connaître votre histoire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous portent des blessures similaires. Avez-vous déjà ressenti cette pression subtile de la part de vos enfants pour simplifier les choses? Avez-vous déjà eu cette conversation apparemment innocente sur vos finances qui vous a laissé avec un sentiment de malaise que vous n'arriviez pas à nommer? Êtes-vous en train de vivre en ce moment même une situation qui ressemble à la mienne? Vous demandant si vous imaginez des choses ou si vos instincts essaient de vous protéger. Racontez-moi dans les commentaires. Dites-moi d'où vous m'écoutez, depuis quelle ville de France ou d'ailleurs vous avez trouvé le courage d'écouter cette histoire jusqu'au bout. Partagez avec moi et avec toutes les autres femmes ici ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous confronté votre fils comme je l'ai fait? Auriez-vous trouvé la force de transformer cette trahison en combat? Ou peut-être êtes-vous déjà passé par quelque chose de similaire et avez-vous votre propre histoire de survie à partager? Vos mots dans les commentaires ne sont pas que des mots. Ils sont des bouées de sauvetage pour d'autres femmes qui lisent en silence, qui se demandent si elles sont seules, qui hésitent encore à se défendre. Quand vous partagez votre expérience, vous créez une communauté de survivantes, un réseau de force collective qui dit aux manipulateurs: nous ne sommes plus des cibles faciles. Nous nous soutenons. Nous nous protégeons mutuellement. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, si elle a réveillé quelque chose en vous que vous pensiez endormi, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il y a tant d'autres histoires comme la mienne qui doivent être racontées,
tant d'autres vérités qui doivent être exposées à la lumière. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre un canal. Vous rejoignez un mouvement de personnes qui refusent d'être réduites au silence par la honte ou la peur. Chaque abonnement est un vote pour que ces histoires continuent d'être racontées. C'est un message envoyé à toutes celles qui écoutent en secret, trop effrayées pour encore agir, que leur expérience est valide, que leur douleur est réelle, que leur combat est légitime. C'est une déclaration que nous ne laisserons plus la maltraitance des personnes âgées se cacher derrière les portes fermées des affaires de famille. Je repense souvent à ce moment dans ma cuisine quand Claire m'a révélé la vérité. Je repense à cette fraction de seconde où j'ai eu le choix entre fermer les yeux et affronter la réalité. Et je me demande combien de femmes en ce moment même sont à ce carrefour, tenant dans leurs mains tremblantes une vérité qu'elles ne veulent pas voir. Si vous êtes cette femme, laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Votre instinct ne vous trompe pas. Cette sensation dans votre estomac, ce malaise que vous ne pouvez pas nommer, c'est votre sagesse intérieure qui vous protège. Écrivez-moi dans les commentaires, même si c'est juste pour dire « je vous ai entendu » ou « je comprends ». Même si vous ne pouvez pas encore raconter toute votre histoire, même si vous n'êtes pas encore prête à affronter votre propre vérité, sachez que vous n'êtes pas seule. Il y a ici une communauté de femmes fortes, de survivantes, de guerrières qui ont découvert leur courage quand elles pensaient n'en avoir plus. Et nous sommes là pour vous, comme Claire était là pour moi. Avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Regardez-vous dans le miroir aujourd'hui et dites-vous cette vérité simple mais puissante. Vous avez de la valeur. Votre vie a de l'importance. Vos désirs et vos choix méritent d'être respectés. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes une personne avec une histoire riche, une sagesse durement acquise et le droit absolu de vivre vos dernières années dans la dignité et la paix. Alors commentez, abonnez-vous, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que quelque part en ce moment, il y a une femme assise dans sa cuisine à 3 heures du matin, tenant des documents qu'elle vient de trouver, avec le cœur brisé et la main tremblante. Et peut-être que votre commentaire, votre histoire, votre courage de parler, sera exactement ce dont elle a besoin pour trouver sa propre force. Ensemble, nous sommes plus fortes que n'importe quelle trahison. Ensemble, nous survivons. Et ensemble, nous prospérons. À bientôt, mes amis. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, la famille n'est pas le sang. La famille, c'est qui vous protège.